Bonjour à toutes et à tous, on vous accueille avec grand plaisir dans ce nouveau numéro de 5 minutes en pénal. Au programme du jour, la garde à vue des majeurs protégés et la diffamation par allusion. Mais pour commencer, un arrêt par lequel la Cour de cassation précise les règles entourant le prélèvement et l'utilisation de l'ADN dans le cadre d'une enquête pénale. Oui, tout à fait. Alors, dans cette affaire, le suspect était poursuivi pour des faits de dégradation par un moyen dangereux, refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique et refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique. L'enquête avait débuté après l'incendie de plusieurs véhicules dans l'enceinte d'une caserne de gendarmerie. Et les investigations ont permis d'identifier le suspect grâce à des prélèvements ADN effectués sur son vélo qui était stationné sur la voie publique et sur des objets saisis à son domicile. Ces résultats avaient été rapprochés avec le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAG. Et le prévenu Guillaume a contesté la légalité de ce prélèvement en invoquant une atteinte à sa vie privée et l'absence de fondement légal, c'est bien ça? Effectivement, et c'est l'occasion pour la Cour de cassation de rappeler que le Code de procédure pénale permet à l'officier de police judiciaire, sous condition, de procéder à l'identification génétique à partir de matériel biologique naturellement détaché du corps, par exemple les poils, les peaux mortes ou la sueur, comme dans notre affaire. Cette identification est permise même sans consentement lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement directement sur la personne. Mais ce type d'ingérence dans la vie privée doit rester proportionné à la gravité des faits, et la Cour ajoute même, en plus du texte, que l'ingérence ne doit pas s'accompagner de procédés douloureux, intrusifs ou attentatoires à la dignité. Et la Cour exige aussi que l'utilisation et la conservation des données génétiques respectent la loi. En particulier, dans ce type de situation, la comparaison avec les données incluses dans le FNAG est possible, mais la conservation du profil génétique du suspect ne l'est pas. Or, dans notre affaire, le profil avait non seulement été comparé, mais aussi enregistré dans le fichier. Cet enregistrement est donc illicite, même si, petite subtilité, la chambre criminelle ne censure pas sur ce point. Effectivement, le rapprochement avec d'autres données régulièrement conservées était quant à lui bien valable, et les autres actes d'investigation ont été faits sur la base de ce rapprochement et non pas sur la base du profil lui-même. Alors on en vient, Guillaume, à une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la garde à vue des majeurs protégés. Et tout part d'une question, la loi protège-t-elle suffisamment les majeurs lorsqu'ils sont placés en garde à vue, en particulier pour ce qui est de leur assistance par un avocat? C'est exactement ça. La question prioritaire de constitutionnalité portait en effet sur l'article 706-112-1 du Code de procédure pénale qui prévoit qu'en cas de garde à vue, si le majeur protégé n'est pas assisté d'un avocat, le tuteur, curateur ou mandataire spécial peut en désigner un ou bien demander la désignation d'un avocat par le bâtonnier. Selon le requérant, ce n'est pas suffisant pour garantir les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Il faudrait que l'assistance d'un avocat soit obligatoire. Mais pour le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées impliquent nécessairement que le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial doit être informé qu'il peut désigner ou faire désigner un avocat. Autrement dit, la loi garantit déjà l'information du représentant légal et lui donne la possibilité d'agir, ce qui suffit à protéger les droits de la personne. En conclusion, les règles en vigueur sont conformes à la Constitution et ne méconnaissent ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable. L'assistance d'un avocat n'a pas à être en quelque sorte automatique pour les majeurs protégés en garde à vue, dès lors que leur représentant est informé et peut faire le nécessaire. Et pour finir, cap sur la diffamation publique et l'identification de la personne visée dans un message polémique. Tout à fait. Pour contextualiser cette affaire, en 2018, une ancienne collaboratrice parlementaire porte plainte pour diffamation contre le maire de sa commune, après un message publié sur un réseau social la décrivant, sans la nommer, comme responsable d'incidents lors d'un conseil municipal. Le tribunal condamne le maire, mais la cour d'appel relaxe finalement l'élu. Le motif? Eh bien, selon la cour d'appel, la personne visée n'était pas clairement identifiable. Le message évoquait, je cite, « l'ancienne collaboratrice parlementaire de l'ex-député maire, ce qui est trop vague pour les juges d'appel ». Mais la Cour de cassation n'est pas de cet avis. Elle rappelle que lorsque les imputations ont été formulées sous une forme allusive ou déguisée qui conduit à soupçonner plusieurs personnes, chacune d'entre elles a qualité pour agir en diffamation. Autrement dit, pas besoin d'un nom pour être diffamé si des éléments permettent une identification directe ou indirecte. Et dans notre affaire, justement, la plaignante pouvait s'estimer visée puisqu'elle était l'une des attachées parlementaires successives du député concerné, même si le message ne permet pas de déterminer exactement laquelle de ces attachés parlementaires était visée. En clair, attention sur les réseaux et ailleurs, et prudence avec les allusions, même sans citer un nom. Merci Guillaume, et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis une nouvelle fois. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.